La Direction générale des douanes a mobilisé au titre de cet exercice la somme de 1155,6 milliards. Cette performance exceptionnelle témoigne de la vitalité de notre tissu économique, de la capacité de nos entreprises à maintenir leurs activités malgré les contraintes. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Téléspectateurs d'Afrique, d'Europe, du Proche et du Moyen-Orient, ainsi que des États-Unis, de l'Amérique du Nord, bien sûr, et celle du Sud, je vous salue et je vous dis tout simplement merci de rester des nôtres et merci d'accorder de votre temps pour suivre cette émission d'information politique et économique panafricaine. Je suis Constieka. Retrouvez aussi votre programme Constieka Weekly News sur la nouvelle chaîne gabonaise RTN, La Voix du Salut. Dans cette émission, nous irons au Congo, nous irons au Cameroun, au Tchad, nous serons en Côte d'Ivoire, nous irons faire un tour aussi du côté du Togo, chez le président du Conseil, Monsieur Faure, et son Singba Yassingbe, son Excellence. Et nous irons au Gabon voir ce qui se passe dans la politique gabonaise. Restez les nôtres sur Constieka Weekly News. Nous ouvrons cette émission par la Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. L'équipe de rédaction de CNN a décidé de vous faire un peu un panorama vidéo, une présentation de ce pays, histoire un peu d'attirer l'attention de tous les investisseurs du Nord sur l'Afrique et sur la Côte d'Ivoire, qui est le mastodonte, on peut dire tout simplement, la figure de proue des pays de l'Afrique de l'Ouest. Tout de suite, le reportage de notre équipe de rédaction qui présente la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la première économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec 40% du produit intérieur brut de la zone. Elle possède de solides infrastructures, deuxième port d'Afrique subsaharienne, d'importants réseaux routiers, aéroports aux normes internationales. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde, avec plus de 40% du marché. Le pays assure son autosuffisance énergétique grâce à l'exploitation de gisements de gaz et de pétrole qui lui permettent d'exporter l'électricité et des produits pétroliers dans la sous-région. À l'issue de la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19, la Côte d'Ivoire a renoué avec la croissance soutenue, soit 6,4% en 2023. L'inflation reste modérée à 4,4% en 2023. Le déficit budgétaire est maintenu toutefois, avec un niveau élevé ces dernières années, 5,2% du produit intérieur brut en 2023. Cela est dû au fait des mesures de soutien à l'économie face à la Covid-19 et aux conséquences de la guerre en Ukraine et à l'accroissement des dépenses sécuritaires. Cette situation s'explique également par des difficultés de l'administration ivoirienne à augmenter les recettes publiques. La question de la viabilité de la dette, qui constitue 58% du produit intérieur brut en fin 2023, est également prégnante, dans un contexte où les marchés financiers régionaux sont saturés du fait de la demande accrue de l'ensemble des États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors que le pays n'était plus sous programme FMI depuis décembre 2020, le conseil d'administration de cette institution a approuvé en mai dernier un nouveau programme économique et financier d'un montant inédit de 3,5 milliards de dollars. En février 2024, un accord a également été conclu avec le Fonds monétaire international en vue d'un prêt de 1,3 milliard de dollars destiné à aider Abidjan à préparer sa transition énergétique. En janvier 2024, l'État ivoirien a lancé 2 tranches d'émissions obligataires d'un montant total de 2,6 milliards de dollars en eurobonds. Près de 80% de l'activité économique du pays relèverait de la seule ville d'Abidjan, qui abrite pourtant moins du quart de la population du pays. Par ailleurs, l'économie reste encore largement informelle, avec une part estimée entre 30 et 40% du produit intérieur brut. Les autorités ivoiriennes ont élaboré un plan de développement national 2021-2025 qui se fixe pour objectif l'accélération de la transition structurelle de l'économie, le renforcement de l'inclusion sociale,
le doublement du produit intérieur brut par habitant en 2030. Et enfin, l'accès de la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara. Un président qui parle peu mais qui pose des actes et surtout qui montre déjà, depuis le début de cette année 2026, les Ivoiriens se sont rendus compte de la voie qui mène à la grande Côte d'Ivoire. Ne serait-ce que par tout ce qui bouge au niveau des entreprises, au niveau des banques, au niveau de tout ce qui concerne l'administration en Côte d'Ivoire. Reportage CNN. Toutes les composantes de l'armée ivoirienne étaient réunies dans la salle Téné-Birahim Ouattara, dans l'hôtel des armées à Abidjan, à savoir la marine nationale, l'armée de l'air et l'armée de terre. Chacune de ces forces était représentée, témoignant de l'unité et de la cohésion institutionnelle entre les différentes branches de l'armée ivoirienne. Le porte-parole, le général de brigade Tibé Bi Lopoa Toussaint a pris la parole pour faire le bilan et est revenu en détail sur les axes stratégiques qui ont marqué l'année écoulée en rappelant les principes, orientations et réalisations qui ont structuré l'action des forces armées au cours des 12 derniers mois. L'année 2025 a été marquée par une activité soutenue et cohérente de nos armées. 2026 sera l'année de la consolidation stratégique et de l'affermissement de notre puissance opérationnelle au service de la nation. Mon général, les forces armées réaffirment leur engagement total à servir la République avec discipline, loyauté et professionnalisme dans le strict respect de la hiérarchie et des institutions. Au titre de l'année 2026, le chef d'état-major général des armées, le général d'armes Lassina Doumbia, a annoncé des mesures visant au renforcement des liens entre les armées-nations. Il a mis l'accent sur la volonté d'approfondir les relations civilo-militaires et indiqué l'intensification des séances d'entraînement avec des moyens plus performants. Ces entraînements plus fréquents et mieux équipés doivent permettre d'améliorer la préparation des militaires ivoiriens. L'année 2026 sera celle de la consolidation de notre fierté retrouvée. Ce leitmotiv ne sera pas un simple slogan, mais une ambition concrète, traduite par des actions mesurables et un renforcement opérationnel à tous les niveaux. Cette orientation stratégique s'impose à nous, car nous sommes dans une nouvelle étape de notre histoire. Nous passons d'une armée qui s'est relevée à une armée qui s'assume pleinement, consciente de sa force, de sa responsabilité et du rôle central qui est le sien dans la préservation de la souveraineté et de la cohésion nationale. Le général d'armée Lassina Doumbia a également souligné que la transformation de l'armée ivoirienne se poursuivra sur les plans juridiques et humains, précisant que ces évolutions sont nécessaires pour accompagner durablement la montée en puissance de l'outil de défense nationale. Je vous retrouve juste après la réclame. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Sécuris Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie.
Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. On quitte un tant soit peu la Côte d'Ivoire pour le Cameroun. Le Cameroun, ce pays situé en Afrique centrale, est un pays présidé par son Excellence Paul Biya. Au Cameroun, les choses se font pour le bonheur des populations. Reportage CNN Cameroun. La précision que je fais tient de ce que dans l'esprit de certains, et parfois sur la base d'une mauvaise perception des éléments communiqués, des confusions se font entre cas suspects et cas confirmés et cas actifs également. Sachant que cette dernière catégorie concerne uniquement ceux qui sont encore porteurs du virus et pris en charge dans nos structures dédiées. C'est dans la salle de conférence de l'hôpital Akintini de Douala, hôpital de deuxième catégorie de la ville de Douala, que le ministre de la Santé publique, le docteur Madaouda Malachi, a convié ce jeudi 19 février 2026 les professionnels des médias en présence des responsables et du personnel de cette formation sanitaire ainsi que les partenaires humanitaires. Revenons à l'événement majeur qui nous mobilise. Il faut dire que depuis le 14 novembre 2025, le Cameroun fait face à une nouvelle épidémie de Mpox. Rendu au 16 février 2026, la situation épidémiologique fait état de 116 cas suspects qui ont fait l'objet d'une investigation clinique et biologique. On dénombre en fin de compte 22 cas confirmés, je dis bien 22 cas confirmés, just 22 confirmed cases, et aucun décès enregistré à ce jour, heureusement. Une communication du gouvernement camerounais à travers le ministre de la Santé publique qui avait pour objectif de rassurer l'opinion publique et internationale sur la maîtrise et le contrôle de ce virus, tout en invitant les populations à ne pas céder à la désinformation et à la panique. Notre démarche, qui vise à communiquer ces chiffres avec des faits documentés, une localisation précise, se situe dans l'approche de transparence qui est la nôtre. Dire en tout moment et en tout temps ce qui est, sans dramatiser, et agir avec méthode sans laisser la place à la panique. Tel est notre credo. Et toujours rassurer nos compatriotes sur la capacité du Cameroun, avec, sous le leadership du chef d'État, son Excellence Paul Biya, à maîtriser désormais les épidémies et les pandémies. Le virus de Mpox est une maladie qui découle d'un virus dont deux souches, la clade 1 et la clade 2, sont en circulation dans le pays depuis la décennie de 1990. Il est donc possible d'avoir des cas de résurgence de cette pathologie. La mise en œuvre d'une collaboration étroite entre toutes les parties prenantes et l'engagement actif de chaque citoyen pourrait triompher de cette maladie. À toute la population camerounaise, je rappelle que pour prévenir la maladie, il est important de respecter rigoureusement les mesures suivantes. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon, surtout après manipulation d'un animal, d'un produit d'origine animale
ou après un contact avec une personne présentant des symptômes. Le traitement est gratuit et se donne dans les formations sanitaires publiques. Le vaccin se donne aux personnes qui présentent le plus des cas de risque. Et toujours en bon chasseur d'images au Cameroun, Stéphane Négou, on va vous proposer une autre information qui touche le Cameroun et celle-là d'un brillant ministre du gouvernement camerounais. Reportage Stéphane Négou pour CNN. La soirée des partenaires de la douane, qui est un espace de convivialité permettant aux responsables de la douane et aux opérateurs économiques assis côte à côte, loin des protocoles de bureau, de continuer dans la détente à discuter de leurs préoccupations mutuelles. La signature des protocoles d'accord, par exemple, le protocole d'accord avec la FECAFOOT, avec la NIF, avec APECAM, etc., etc. Ils étaient tous là, opérateurs économiques, représentants du patronat et responsables d'administration, réunis le vendredi 21 février 2026 à Douala pour la 15e édition de la soirée des partenaires de la douane camerounaise. Une grande messe annuelle qui, sous la présidence du ministre des Finances, Louis Pomotazé, cette année a pris des allures de célébration chiffres à l'appui. Le contexte n'était pas pourtant anodin. À marge de cette cérémonie, les douanes camerounaises annonçaient la saisie ce même jour à l'aéroport international de Douala d'une importante cargaison de tramadol et de cocaïne estimée à 50 milliards de francs CFA. Un rappel saisissant que derrière les discours de partenariat, le travail douanier reste dans sa chair une affaire de terrain. Ainsi, le dialogue devient un levier de performance et c'est précisément ce mariage entre rigueur opérationnelle et concertation avec le secteur privé que cette soirée entendait célébrer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La loi de finances 2025 avait assigné à la Direction générale des douanes un objectif de mobilisation des recettes de 1136 milliards de francs CFA. Objectif ambitieux dans un contexte économique incertain. Objectif exigeant compte tenu des multiples défis que je viens d'évoquer, mais défis relevés de la plus belle des manières car la Direction générale des douanes a mobilisé au titre de cet exercice la somme de 1155,6 milliards. Cette performance exceptionnelle témoigne de la vitalité de notre tissu économique, de la capacité de nos entreprises à maintenir leurs activités malgré les contraintes. Louis Pomotazé, ministre camerounais des Finances, a qualifié ces chiffres de performance exceptionnels dans un contexte mondial marqué par les turbulences économiques et une conjoncture internationale qui n'a pas épargné le Cameroun. L'économie a résisté. L'Institut national de la statistique lui créditait de 3,9% de croissance du PIB en 2025 avec une inflation contenue et des taux bancaires maintenus entre 8 et 9%. Le ministre des Finances a salué la normalisation du scanning portuaire et le remboursement des frais engagés lors du bras de fer avec le port autonome de Douala. Une soirée empreinte de convivialité, occasion idoine pour célébrer et exalter les meilleures entreprises partenaires du secteur privé de l'année 2025. Un très bon carême aux chrétiens et aux musulmans du monde. Et vous voyez que les choses se rapprochent toujours. Est-ce que ce n'est pas un signe divin de dire aux chrétiens et aux musulmans que nous n'avons qu'un seul Dieu? Et sans cela, même dans l'équipe de CNN, nous avons et des musulmans et des chrétiens, et tous nous sommes en carême désormais. Reportage CNN Cameroun. Le pape Léon XIV, dans son message, nous invite à écouter et à jeûner. Et ce n'est pas seulement le jeûne de nourriture, mais à jeûner des paroles mauvaises, à toute forme de stigmatisation, à toute forme d'exclusion de l'autre. Nous pouvons tuer une personne à travers nos paroles. Et pendant ce temps de carême, donc nous devons jeûner et écouter, écouter et là aussi partager. Prière, chant
imposition des cendres sur le front en signe de pénitence ce mercredi 18 février 2026 à la cathédrale Saint-Pierre et Paul dans le premier arrondissement de la ville de Douala à l'occasion de la célébration de la messe du mercredi des cendres en communion avec l'Église universelle, marquant ainsi l'entrée en carême, une période de renoncement, de soins et d'examen de conscience afin de faire renaître l'homme nouveau qui sommeille en chacun. En s'appuyant sur le message du pape Léon XIV et dans un contexte marqué par la perte des repères où le doute de Dieu et du prochain se font plus pressants dans nos sociétés. C'est un temps fort parce que nous allons commémorer notre salut encore qui s'accomplit. Dieu a créé le monde, il n'a pas abandonné le monde. Ce monde est sauvé. La mort n'a pas le dernier mot, la souffrance n'a pas le dernier mot, la faim n'a pas le dernier mot, le chômage n'a pas le dernier mot. Donc il y aura l'employabilité et c'est notre espérance aujourd'hui. La vengeance ne sert à rien. Le Christ nous invite à la paix, à la réconciliation et voilà les éléments sur lesquels nous devons travailler. Le carême est également un temps fort de l'Église qui rappelle l'histoire du salut des hommes et qui se fait encore plus pressant durant cette période. Une introspection et un examen en soi est donc nécessaire pour se transcender et devenir une source où jailliront bonheur et paix. Ce n'est pas seulement le jeûne de nourriture, mais à jeûner des paroles mauvaises, à toute forme de stigmatisation, à toute forme d'exclusion de l'autre. Nous pouvons tuer une personne à travers nos paroles. Et pendant ce temps de carême, donc nous devons jeûner et écouter, et là aussi partager. Moi, je compte vivre ce temps de carême beaucoup plus dans l'aumône, la prière et le partage. Et surtout sensibiliser mes jeunes frères et sœurs qui sont éloignés du chemin de Dieu, qu'il est toujours temps de revenir vers Dieu et pratiquer la prière sans toutefois nuire à autrui. Le message du carême, en somme, est un message d'amour et de fraternité où l'écoute et l'attention de l'autre sont de mise particulièrement envers les personnes les plus vulnérables. Nous quittons le Cameroun pour le Congo. Le Congo-Brazzaville, présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État de la République congolaise. Reportage depuis le Congo, le correspondant de CNN, Desta. À quelques semaines de l'élection présidentielle 2026 en République du Congo, la ville de Djambala a abrité une importante concertation politique réunissant la majorité au pouvoir, l'opposition, la société civile et les leaders religieux autour d'un objectif partagé, assurer des élections libres, transparentes et sereines en mars 2026 au Congo. Sous l'initiative du gouvernement conduit par le Premier ministre congolais, M. Anatole Koliné Makosso, placé sous le thème dans la paix et l'unité, consolidons la démocratie par des élections libres et transparentes. Ces assises nationales ont offert l'occasion de discuter des enjeux essentiels liés à la gouvernance électorale, au dialogue politique et au renforcement de la confiance entre les parties prenantes. Suite aux propos du maire de Djambala, M. Michel Youla, le préfet du département des Plateaux, M. Jean-Jacques Wanda, a pris la parole et a exprimé sa satisfaction pour l'honneur accordé à son département pour abriter de ces assises nationales. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui revêtent une importance capitale. Ils appellent de chacun des bâtiments au sens élevé de responsabilité, de patriotisme et de dépassement en soi. Au-delà des appartenances politiques, des sensibilités idéologiques et des intérêts particuliers, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Il nous revient donc de placer l'intérêt général au-dessus de toute autre considération, dans un esprit de dialogue sincère, de tolérance et de compromis constructifs. Lors de son allocution de circonstance, le Premier ministre congolais, M. Anatole Koliné Makosso, a souligné la nécessité pour le Congo d'avancer et de continuer son développement, réaffirmant que le Congo doit rester en mouvement. Il a toujours besoin d'aborder avec assurance les consultations démocratiques, qui, hélas, peuvent être source de malentendus et de controverses. Tout autant que d'elles peut naître malheureusement une fracture du peuple
dont la nation devrait se préserver à tout prix. Voilà qui conforte le gouvernement dans sa volonté permanente de communiquer, de dialoguer. Le dialogue est le fondement même de la vie politique, car il permet l'expression des courants de pensée grâce à laquelle les femmes et les hommes peuvent débattre sur l'utile et le nuisible, sur le juste et l'injuste, ainsi que sur le bien, comme nous le rappelait déjà en son temps Aristote, le père de la pensée politique. Un moment fort pour la démocratie congolaise marqué par des appels au fair play, à la responsabilité et à l'unité nationale dans l'intérêt supérieur de la nation. Pour y parvenir, cela exige que nous surmontions nos émotions, nos préjugés et nos intransigeances, car ils constituent des obstacles naturels dangereux. Par conséquent, je vous invite à rechercher ce dont la nation éprise de paix a grandement besoin pour la promotion de son unité, de sa tranquillité et de son développement. Devant tant d'adversités et d'inconnus, dans un contexte international, aux prises à de nombreuses secousses, au plan à la fois géopolitique, diplomatique, économique, militaire, religieux, et j'en passe. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la dynamique de paix et de stabilité prônée par le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à l'approche d'un scrutin considéré comme un rendez-vous démocratique majeur pour l'avenir du Congo. Toujours au Congo, à l'affût de l'information, notre correspondant de cette partie de l'Afrique nous donne des informations qui permettent comme ça à toutes les populations de savoir exactement ce qui se fait. Et surtout de l'information vraie, pas de fake news et pas de deepfake. Le Congo, qui est présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais. Les atouts du Congo sur le plan touristique et économique. Pays d'Afrique centrale, la République du Congo, encore appelée Congo-Brazzaville, s'étend sur une superficie de 342 000 km². Sa population s'élève à 5,7 millions d'habitants, dont 47% sont âgés de moins de 18 ans. Plus de la moitié de la population se concentre dans les deux villes principales du pays, dont Brazzaville et Pointe-Noire. Le territoire est l'un des moins denses d'Afrique, avec 14,8 habitants au kilomètre carré. En grande partie recouverte de forêts tropicales, la République du Congo abrite l'une des plus vastes zones de tourbières tropicales, écosystème fragile qui joue un rôle crucial dans la régulation du climat. Le secteur pétrolier représente environ la moitié du produit intérieur brut du pays et 80% de ses exportations, ce qui fait de la République du Congo le troisième producteur d'Afrique subsaharienne. La République du Congo possède en outre d'abondantes ressources minières, pour la plupart encore non exploitées. Le gouvernement congolais donne la priorité aux questions de gouvernance institutionnelle, économique, financière, sociale et inclusive. Depuis les statistiques mises à jour au mois d'avril 2024, le Congo affiche un indice de capital humain de 0,42. La République du Congo se situe en dessous de la moyenne pour sa catégorie, qui se situe à 0,48 pour les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Le pays n'a que faiblement progressé dans les domaines de la santé et de l'éducation sur l'indice du développement humain. La mortalité infantile demeure élevée, avec un taux de 32 décès pour 1000 naissances vivantes. À la fin de l'enseignement primaire, seuls 37% des enfants atteignent les niveaux de compétences requis en mathématiques et 48% en français. L'accès à l'électricité concerne 67% de la population dans les zones urbaines, contre seulement 12,4% dans les zones rurales. L'accès à l'eau potable est un autre domaine dans lequel des améliorations potentielles pourraient être apportées. 74% de la population a accès à une source d'eau potable, mais ce chiffre est nettement inférieur dans les zones rurales, soit 46% malgré les ressources hydrologiques considérables du pays. Selon les estimations, l'activité économique du Congo a augmenté de 1,9% en 2023, contre une estimation de 1,5% en 2022, sous l'impulsion du secteur non pétrolier.
Cependant, la croissance du produit intérieur brut réel par habitant est restée négative en 2023 et l'incidence de la pauvreté a donc légèrement augmenté pour atteindre les 46,8% de la population selon les estimations. La réforme en cours des subventions au carburant aide à maintenir les excédents budgétaires, mais a également contribué à une augmentation temporaire de l'inflation en 2023, ce qui a atteint les 4,3%. L'inflation des denrées alimentaires a ralenti en 2023 mais reste élevée à 4,3%, ce qui devrait continuer à affecter davantage les segments les plus pauvres de la population, qui consacrent généralement une part plus importante du budget de leur ménage à l'alimentation. La hausse des prix du pétrole, l'amélioration de la gestion de la dette et les accords de restructuration de la dette ont contribué à rétablir la viabilité de la dette au second semestre 2021. Le produit intérieur brut devrait accroître à un rythme de 3,5% en 2024 et de 3,4% en moyenne en 2025-2026. Bien que les vulnérabilités de la dette restent élevées, le ratio dette-PIB devrait diminuer pour atteindre les 81% en 2026 contre 96% en 2023. La reprise économique reste fragile et soumise à des risques de détérioration tels que la volatilité des prix du pétrole et l'instabilité de la production pétrolière, une demande mondiale plus faible que prévu, un nouveau recensement des conditions financières mondiales ou régionales, ainsi que des conditions météorologiques défavorables et des retards dans la mise en œuvre des réformes structurelles. Nous rendons hommage et surtout nous faisons plaisir à nos deux partenaires officiels. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24h/24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Nous allons parler du pays présidé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a décidé de passer à la vitesse supérieure et de faire changer ce pays pour que les Gabonais, ou surtout ceux qui ont été au Gabon depuis quelques mois, n'y reconnaissent plus rien. Tout a changé et tout continue de changer. Le président, tout ce qu'il a promis, il les met en œuvre. Et au Gabon, nous allons voir aussi comment est ce pays sur le plan touristique et économique. Reportage CNN. Le Gabon,
Situé en Afrique centrale, le Gabon dispose d'importantes ressources naturelles. Avec une façade maritime sur l'océan Atlantique, il est bordé par le Cameroun, la Guinée équatoriale et la République du Congo. Malgré sa vaste superficie, principalement forestière, le Gabon ne compte que 2,3 millions d'habitants en 2023. La capitale est Libreville et sa superficie entière est de 267 667 km². Le niveau d'urbanisation du Gabon est l'un des plus élevés d'Afrique, avec plus de 80% de sa population résidant dans les zones urbaines. Les deux principales villes, Libreville et Port-Gentil, abritent près de 59% des habitants. La jeunesse est un trait distinctif de sa démographie. La moitié de la population a moins de 20 ans, et alors que le taux de fécondité en milieu urbain est de 4 enfants par femme. Il grimpe à 6 en zone rurale. Pionnier en matière d'écologie, le Gabon s'efforce activement de protéger sa forêt tropicale, ce qui fait de lui un absorbeur net de carbone. Il agit en champion des initiatives de neutralité carbone. Son écosystème diversifié offre des sols fertiles, des ressources côtières abondantes et des pêcheries. Cependant, malgré son potentiel économique, le pays peine à traduire la richesse de ses ressources en une croissance durable et inclusive. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, situé sur la côte atlantique, possède d'importants parcs protégés. Le domaine côtier forestier du célèbre parc national de Luango abrite une faune variée, des gorilles aux hippopotames en passant par les baleines. Le parc national de la Lopé est principalement composé de la forêt tropicale. Le parc national d'Akanda est connu pour ses mangroves et ses plages soumises aux marées. En 2022, l'économie gabonaise a enregistré une croissance de 3% contre 1,5% en 2021. Cette bonne performance résulte de la bonne tenue du secteur pétrolier, plus 7,1%, et de celle du secteur non pétrolier, plus 2,3%. Dans le secteur hors pétrole, les dynamismes du secteur agricole s'élèvent à plus 4,9%, de l'industrie du bois à plus 6,5% et du secteur du transport à plus 4,2% sont les principales sources de la croissance. La remontée du prix du baril du pétrole à plus 45,3%, associée à l'augmentation de la production pétrolière, plus 6,1% en 2022, explique l'essor du secteur pétrolier. La Banque centrale, la BAC, a resserré sa politique monétaire en 2022 en relevant ses taux directeurs à plusieurs reprises pour répondre aux pressions inflationnistes et soutenir le niveau des réserves extérieures. Ainsi, l'inflation a grimpé à 4,2% contre 1,1% en 2021, du fait de la hausse des prix des denrées alimentaires et des retombées négatives de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Deux domaines sont prioritaires. Le premier, l'appui à la diversification économique à travers le développement des infrastructures et l'amélioration du climat des affaires. Le deuxième domaine prioritaire n'est autre que l'appui à la stratégie de développement humain. L'appui de la BAC vise à permettre la diversification de l'économie et l'amélioration du climat des affaires. Pour atteindre cet objectif, les interventions de la banque se font dans les secteurs de l'agriculture, le bois, la forêt, le transport, l'énergie, les finances publiques et la gouvernance. Le Gabon est un allié de la France libre au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les deux pays conservent de très bonnes relations, même après la cession à l'indépendance de 1960. La France participe notamment au développement des ressources naturelles du Gabon, qui compte plusieurs pays occidentaux parmi ses principaux partenaires commerciaux. Le Gabon favorise le neutralisme sur la scène internationale et participe à différentes initiatives de paix sur le continent africain. Sa diplomatie est également active dans la lutte au changement climatique. Le Gabon est depuis août 2023 présidé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais, et ceci à la grande satisfaction du peuple gabonais. Quand on parle du Sahel, pour les moins avertis, cela concerne l'Afrique de l'Ouest et autres. Non, aussi quand on parle du Sahel, il y a certains pays qui sont logés en Afrique centrale. Sur la crête du Cameroun, le Tchad. Le Tchad, présidé par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, chef de l'État du Tchad. Quels sont les atouts économiques du Tchad? Quels sont ses atouts touristiques? Qu'est-ce que c'est le Tchad? Reportage CNN.
Le Tchad est un pays d'Afrique centrale sans accès à la mer, frontalier de la Libye au nord, du Soudan à l'est, de la République centrafricaine au sud, du Niger à l'ouest, du Nigeria à l'ouest, sud-ouest et du Cameroun au sud-sud-ouest. La capitale est N'Djamena avec une devise monétaire, le franc CFA. Les langues officielles sont le français et l'arabe. La population estimée à 17 072 000 habitants selon les indices 2022 et la superficie est de 1,284 millions de kilomètres carrés. Le Tchad est un pays indépendant depuis 1960. Le 20 avril 2021, au lendemain de l'annonce de sa réélection par la Commission électorale nationale indépendante, en sigle CENI, le président en exercice du Tchad, Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis plus de 30 ans, est décédé des suites de ses blessures après avoir participé au combat contre le groupe armé du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, en sigle FAXT, qui avait engagé une offensive depuis la Libye. Un conseil militaire de transition, en sigle CMT, dirigé par le fils de l'ancien chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a été mis en place le jour même, alors qu'une charte de la transition a provisoirement remplacé la Constitution. Elle prévoyait la mise en œuvre d'une transition pacifique, d'une durée limitée à 18 mois, incluant tous les courants politiques et la société civile, et devant mener à l'organisation d'élections libres et transparentes afin de permettre un retour à des institutions démocratiques dans les meilleurs délais. Le 26 avril 2021, le CMT a nommé un premier gouvernement civil sous l'égide d'Albert Pahemi Padaké. Le 20 octobre 2022 devait marquer la fin officielle de la transition politique de 18 mois. Lors de l'adoption des conclusions du dialogue national inclusif, celle-ci a néanmoins été prolongée de 2 ans maximum. Un deuxième gouvernement dit d'unité nationale a été nommé le 14 octobre sous l'égide du Premier ministre Khaled Kezabo. La seconde phase de la transition a d'emblée été marquée par des manifestations survenues le 20 octobre qui ont fait plus de 118 morts et 300 blessés, entraînant un surcroît de tensions politiques. Le 17 décembre 2023, les Tchadiens ont été appelés aux urnes et se sont prononcés en faveur d'une nouvelle constitution consacrant un État unitaire fortement décentralisé. Le 1er janvier 2024, Success Masra a été nommé à la tête d'un nouveau gouvernement. Sur sa politique étrangère, le Tchad est membre fondateur du G5 Sahel, dont il a assuré la présence de février 2021 à février 2023. Le Tchad est fortement engagé dans le règlement de la crise au Sahel. Il a payé un lourd tribut au cours des opérations des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, en sigle FATIM, mené dans l'Adrar des Ifugars aux côtés des forces françaises. Le Tchad s'est également investi militairement au Sahel en ayant participé à la force conjointe du G5 Sahel et en ayant déployé un contingent au sein de la MINUSMA, près de 1500 personnes. Le Tchad assure en outre depuis 2019 la présidence de la communauté des États sahélo-sahariens, en sigle CEN-SAD. Le produit intérieur brut tchadien, en sigle le PIB, est de l'ordre de 12,7 milliards de dollars américains et le PIB par habitant est de 716,8 dollars américains, selon les indices de 2022. Le taux de croissance du PIB, le produit intérieur brut, est de 2,2%, les indices de 2022, par rapport à moins 1,1% en 2021. L'inflation se situe à 5,3% en 2022 contre moins 0,8% en 2021, selon le Fonds monétaire international en sigle FMI. Les principaux clients du Tchad sont l'Allemagne, la Chine, les Émirats arabes unis, les Pays-Bas et la France. Ses principaux fournisseurs sont la Chine, le Cameroun, la France et la Belgique. Le Tchad a bénéficié d'un programme du Fonds monétaire international en sigle FMI sur la période 2017-2020, au titre de la facilité élargie de crédit assortie d'un financement de 312 millions de dollars américains. Pour faire face à la pandémie du Covid-19 et à l'effondrement des cours du pétrole, le Fonds monétaire international en sigle FMI a également octroyé au Tchad 106 millions d'euros en avril 2020 et 60 millions d'euros en juillet 2020, au titre de la facilité de crédit rapide. Le Tchad
Tchad a par ailleurs bénéficié de l'initiative de suspension du service de la dette du G20 et du Club de Paris et sollicité le cadre commun pour les traitements de dette du G20 et du Club de Paris. En décembre 2021, le conseil d'administration du Fonds monétaire international, en sigle FMI, a approuvé un nouvel accord au titre de la facilité élargie du crédit en faveur du Tchad, à hauteur d'environ 571 millions de dollars américains. Le Tchad est parvenu en novembre 2022 à un accord au niveau du comité des créanciers sur un protocole d'accord visant à assurer la viabilité de la dette. Le Fonds monétaire international, en sigle FMI, estimant que cet accord était cohérent avec les cibles de viabilité de la dette, a contribué au versement des premières et deuxièmes revues du programme conclues avec le fonds, soit 150 millions de dollars américains. Au Togo, je vous l'ai promis, c'est un des plus petits pays en superficie, en population, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons décidé de vous présenter ce pays. Vous verrez ses atouts, ses avantages. Un pays aussi attractif, qui montre aujourd'hui aux yeux du monde, aux yeux de l'Occident, que l'Afrique est la terre promise de la planète. Reportage Constant Eka, Marcel Bassolé. Le Togo est un pays d'Afrique de l'Ouest situé dans le golfe de Guinée. Il est connu pour ses plages bordées de palmiers et ses villages au sommet des collines. La région de Cotomaco est habitée par les peuples des Batamariba, occupant des huttes en argile traditionnelle, ressemblant à des forteresses qui remontent au XVIIe siècle. La capitale Lomé est dotée d'un bazar sur plusieurs étages, appelé Grand Marché, ainsi que du marché aux fétiches qui propose des remèdes et des talismans traditionnels en rapport avec le culte vaudou. La capitale du Togo est Lomé. Sa population est estimée à 8 849 000 habitants, selon l'indice 2022 de la Banque mondiale. Sa superficie est de 56 785 km². Le Togo est un pays qui a un PIB, un produit intérieur brut, estimé à 9,1 millions de dollars américains, soit 5 522 milliards de francs CFA, selon l'indice 2023, avec un PIB par habitant de l'ordre de 998 $ US, qui croît au rythme de 2,3% par an. Le Togo figure parmi les pays les moins avancés, en sigle PMA. Situé sur la côte ouest de l'Afrique, le Togo est bordé par le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso. Le taux de pauvreté est nettement plus élevé dans les zones rurales, à savoir 58,8% par rapport aux zones urbaines, 26,5%. La Banque islamique de développement, en sigle BID, a récemment approuvé un financement de 60,30 millions de dollars, plus de 36 milliards de francs CFA pour le Togo, dans le cadre d'une initiative visant à améliorer la qualité de vie des populations les plus vulnérables. C'est à la faveur de la 350e réunion du conseil d'administration de l'institution financière, le lundi 14 octobre 2024, à Djeddah, en Arabie Saoudite. Ces fonds sont spécifiquement orientés vers le soutien à des activités génératrices de revenus et l'augmentation de la productivité agricole, avec des axes cruciaux pour le développement économique du pays. Cette approbation fait partie d'un programme plus vaste, au cours duquel la Banque islamique de développement, en sigle BID, a alloué plus de 3 milliards de dollars US à 20 projets de développement socio-économique dans 17 pays membres. En Afrique, la Côte d'Ivoire, le Mozambique et le Sénégal figurent parmi les pays bénéficiaires. Au total, 9 pays africains ont ainsi bénéficié de ces décaissements, dont le montant cumulé s'élève à environ 1,22 milliard de dollars US. Au Togo, la Banque islamique de développement, en sigle BID, est déjà un partenaire sur diverses initiatives allant de la protection côtière au soutien de l'électrification rurale. La Banque islamique de développement, en sigle BID, avait désigné un accord avec l'International Islamic Trade Finance Corporation, en sigle ITFC, filiale de la Banque islamique de développement, ouvrant la voie des financements de 250 millions de dollars US pour le profit de 3 secteurs, à savoir l'énergie, l'agriculture et le développement du secteur privé. Le 26 mars 2024, le Parlement a voté un changement de constitution pour passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, dans lequel le président ne sera plus élu au suffrage universel, mais désigné par
le Parlement. Le pays est passé avec brio d'un régime présidentiel à un système parlementaire. L'économie du Togo repose essentiellement sur la culture vivrière, qui représente l'activité de 65% des travailleurs. Le reste de la main-d'œuvre, 30%, vit de la culture du cacao, du café, du coton, mais surtout des mines, des roches phosphatées qui sont vitales au pays. Le Togo est d'ailleurs le 5e producteur mondial de roches phosphatées. Le pays est au palmarès des 7 premiers producteurs africains de coton au milieu des années 2010. Le Togo figure parmi les pays les moins avancés depuis 1980. En 2022, il affiche un IDH de 0,547, le classant au 163e rang. À l'instar de nombreux pays africains, à savoir le Sénégal, l'île Maurice, la Namibie, le Togo s'est doté d'une zone franche dès la fin des années 1980. Ainsi, dans cette zone sont implantées des sociétés pharmaceutiques, des fabricants d'huile végétale, des assembleurs informatiques, des distributeurs de produits cosmétiques, des prothésistes dentaires ou des entreprises de transport routier. Le port de Lomé est un port en eau profonde dans la sous-région ouest-africaine. Il est donc doté d'une zone franche qui ne cesse de se développer rapidement. Le trafic conteneurisé, c'est-à-dire par conteneur, à Lomé a doublé en 3 ans pour atteindre 212 000 équivalents 20 pieds. Le port de Lomé couvre les besoins de nombreux pays comme le Niger, le Mali ou le Burkina Faso. Ce projet doit permettre d'accueillir les navires de grande capacité et d'attirer ainsi le flux en transbordement, notamment ceux en provenance d'Asie. Le Togo fait partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en sigle CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en sigle UMOA. En 2011, la France a annulé la dette du Togo d'un montant de 100 millions d'euros. En 2023, le Togo est classé en 114e position pour l'indice mondial de l'innovation. La cuisine togolaise est variée et riche en saveurs. Cette variété découle de la diversité culturelle et ethnique. Les produits de la cuisine togolaise sont issus de la terre cultivée locale selon les régions du Togo telles que la banane plantain, le manioc, l'igname, le taro, ainsi que des légumes, des produits de la mer, tels des poissons, des crevettes et des crabes. Les Togolais consomment aussi de la viande issue de l'élevage, à savoir le poulet, la pintade, le canard, la chèvre, le mouton, le bœuf, le porc et aussi de la chasse, les rats palmistes et antilopes. Les plats principaux que l'on trouve au Togo sont la koumé, une pâte à base de différents céréales dont la principale est le maïs, accompagnée généralement d'une sauce avec des feuilles, la démé, le mboma, le gombo, le kodoro, que sont les feuilles de baoba. Le foufou, le taro est principalement l'igname, cuite pilée accompagnée d'une sauce tomate ou d'une sauce d'arachide. L'ayimoulou, un plat composé de riz et d'haricots. Il est souvent accompagné de sauce tomate et piment, ainsi que du poisson frit, des œufs bouillis, du wangashi qui n'est autre que du fromage local, frais et bien d'autres accompagnements au choix. Le président de la République togolaise est bel et bien son Excellence Faure Essosima Yassimé. C'est l'heure du grand format. Quand on parle d'Afrique et quand on parle d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique francophone, un pays sort du lot. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce pays présidé par son Excellence, M. Alassane Ouattara, un chef d'État pragmatique et qui ne veut qu'une seule chose, le bonheur de ses compatriotes. C'est dans ce pays que nous avons décidé avec nos caméras de voir un tout petit peu ce que pensent les Ivoiriens sur le phénomène de la circulation, sur un phénomène des caméras installées qui fait plaisir et qui est l'apanage de certaines grandes villes en Europe, moins en Afrique. Mais ces caméras ont plusieurs rôles, plusieurs services de sécurité dans un premier temps et aussi de réglementation de la circulation. L'équipe dirigée par Ousmane Coulibaly a décidé comme ça de sillonner la capitale de la Côte d'Ivoire, que vous regardez d'ailleurs, pour se rendre compte de comment est-ce qu'est réglée la sécurité routière. La circulation avec les automobiles et tout autre engin motorisé, la mauvaise conduite, les risques d'accidents sont cruciaux dans nos différentes villes d'Afrique. Et la Côte d'Ivoire a décidé de mettre un accent particulier à régler tout cela. Vous verrez ce que les Ivoiriens pensent réellement, et non des commentaires sur des commentaires, ce que les Ivoiriens pensent du travail effectué par le gouvernement de Côte d'Ivoire
avec à sa tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé, et tout cela présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Vous verrez toutes ces actions, tout ce que certains peuvent ne pas comprendre aujourd'hui, mais découvriront l'essence réelle de ce que c'est qu'installer des caméras dans une ville, une grande ville qui se veut émancipatrice. Et vous comprendrez le rôle, les règlements. Est-ce que les accidents se font encore comme ce fut par le passé? Est-ce que les automobilistes sont pratiquement attentifs à rouler dans nos grandes villes en Côte d'Ivoire? Reportage Ousmane Koulibaly, spécialisé dans les reportages spéciaux de CNN. C'est l'objet de notre grand format. Ce que je pense des caméras installées partout dans les villes, déjà, je pense que c'est une bonne initiative par rapport pour instruire les conducteurs à leur manière de conduire. Ça peut les rendre plus indulgents parce qu'en cas de mauvaise conduite, ils peuvent être sanctionnés par une amende. Donc aussi, par rapport au cas de vol, lorsqu'il n'y a pas de témoin à qui se référer, on peut se référer aux caméras pour pouvoir voir ce qui s'est passé durant l'action. Sur les nombreux ponts qui rendent la circulation fluide, je crois que le gouvernement, depuis quelques années, essaie de faire une réforme massive pour pouvoir rendre la population ivoirienne plus heureux, on va dire, avec les ponts qui rendent plus ou moins la circulation fluide, avec l'augmentation des voitures qu'il y a en Côte d'Ivoire. Bon, voilà quoi, ça rend fluide et puis ça rend beau aussi la ville, on va dire ça comme ça. On ne peut rien que féliciter le gouvernement par rapport à tout ce qu'ils ont accompli depuis, on va dire, une décennie. Bon, je pense que ces caméras installées là qui ont réduit le taux d'accidents sont de très bonnes choses parce que déjà, comme vous l'avez dit, ça réduit les cas d'accidents. Aujourd'hui, on remarque que les chauffeurs, les voitures font de plus en plus attention grâce aux caméras et tout. Et puis ça a aussi freiné le taux de criminalité aussi. Donc ça n'a rien à voir aussi. Ça a aussi à voir avec la circulation, mais ça a aussi à voir avec la sécurité de la population. Donc je pense que c'est une très bonne chose et j'encourage tout le monde à faire attention. Pour les ponts, je dirais merci au gouvernement parce que ça fluidité un peu la circulation et grâce aux ponts et aux nombreuses routes aussi, on peut sortir le matin tranquillement sans être en retard et tout. Et je trouve que ça, c'est vraiment une bonne chose. Et merci au gouvernement. Et on les encourage toujours dans cet élan-là. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ce que je pense des caméras installées dans nos grandes villes, je trouve que c'est une bonne initiative. Et je trouve qu'il faut renforcer encore. Parce que malgré les caméras installées dans les grandes villes, il y a toujours des accidents. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut continuer toujours l'installation, voilà, pour réduire le nombre des accidents. Par rapport aux nombreux ponts qui ont été faits au gouvernement, je pense qu'il faut continuer. Parce que ça a désengorgé certains carrefours, mais par contre, il y a d'autres, il y a toujours des embouteillages. Voilà, il faut dire la vérité. Le mot d'encouragement que je peux dire au gouvernement, c'est que les initiatives prises par le gouvernement ont toujours des impacts sur la population. Il faut toujours continuer parce que je pense que ces initiatives-là ont un impact réel sur la population et je crois que c'est positif. En ce qui concerne l'installation des caméras, selon moi, c'est une belle initiative pour le développement de la Côte d'Ivoire parce que autant nous assistons à bon nombre de cas d'accidents qui vraiment participaient à un certain nombre de pertes en vie humaine. Mais aujourd'hui, nous remarquons qu'avec l'installation de caméras pour la surveillance de la conduite, je pense que ce fléau-là a mis chemin d'être résolu. C'est vraiment un merci que tout Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire dirait au gouvernement ivoirien. Parce que
mine de rien, nous participons aujourd'hui au développement de notre pays. Et un Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire, vu cela, devait être fier. Moi, en tout cas, dans mon cas, je suis très fier et je remercie le gouvernement de continuer dans ce dynamisme-là pour que la Côte d'Ivoire puisse être classée dans les pays les plus développés d'Afrique. Les caméras aujourd'hui, c'est un outil vraiment qui facilite la fluidité de la circulation et ça permet de, en tout cas, réguler la circulation aussi, mais aussi ça permet d'éviter beaucoup d'accidents. Aujourd'hui, nous avons remarqué que les caméras radar permettent de en tout cas, conditionner les chauffeurs à la bonne pratique de conduite. Donc je pense que c'est très bon, c'est vraiment très efficace. C'est une aubaine, ça permet de rendre la circulation fluide et avoir plusieurs voies de circulation. Je pense que ça c'est quelque chose de très important, que ce soit les ponts à péage, tout ça c'est bon pour, en tout cas pour la population qui se déplace facilement. Je dis aux gouvernements, comme moi d'ailleurs, actuellement où je dois bientôt rencontrer le ministère du Transport pour échanger sur un certain nombre de paramètres par rapport à la sécurité, par rapport à la sécurité routière aujourd'hui. Donc je dis, le ministère du Transport, le gouvernement doit digitaliser encore ce secteur-là pour que ceux qui vont passer désormais le permis de conduire soient vraiment des personnes qui aient une bonne formation et ça soit de manière fluide la formation. Donc à ce sujet-là, je pense que les ponts, les caméras et autres, c'est une bonne chose pour les conditions qu'ils mettent à disposition de cette population. Ce que je pense, les caméras installées, voilà, c'est que c'est très, très important. Parce qu'il faut que ça diminue les embouteillages. Et puis, il faut que les véhicules aussi respectent la route. C'est très important. Lorsque nous passons dans une auto-école, il faut respecter les routes. Voilà, c'est très important. Merci au gouvernement pour le pont qu'ils ont fait pour la circulation. Voilà, ça réduit plein de choses, les embouteillages. En tout cas, nous passons, voilà, c'est plus comme nous passons libres. Voilà, lorsque nous véhiculons, nous sommes très heureux. Je pense que les caméras que le gouvernement a mis en place à Abidjan ici, bon, ça permet aussi aux chauffeurs d'aller moins vite. Et puis, on a une idée au moins de ce qui se passe dans la ville. Voilà, la sécurité de la population, voilà, de tout le monde en tout cas. Le pont permet de se rendre d'un point A à un point B rapidement. Voilà, ça rend la ville chic, jolie. Et puis bon, c'est intéressant. D'abord, c'est une bonne initiative d'avoir installé les caméras dans la ville d'Abidjan parce qu'elles jouent d'abord plusieurs rôles. Voilà, même côté routier. Si installer les caméras dans la ville peut permettre de réduire, comment on appelle ça, les accidents, je crois que c'est une bonne chose. Parce que déjà c'est un grand avancé pour d'abord peu partie de la technologie. Et puis je pense que bon, nous devons soutenir les autorités qui prennent d'abord cette initiative de régulariser cette notion. La construction des ponts, nous disons d'abord merci au gouvernement de prendre l'initiative afin de réduire les embouteillages qui existent dans la ville d'Abidjan et puis un peu partout. Et ça nous permet aussi de contribuer aussi, comment on appelle ça, permettre de contribuer quand même au développement de l'espace rural. Les caméras placées dans les patrouilles dans les villes, je pense que c'est une très bonne idée parce que ça permet, ça réduit les accidents et de deux, ça réduit aussi les agressions, les braquages parce que maintenant, lorsqu'il y a, on dit un exemple, lorsqu'il y a un événement qui se passe, c'est facile de détecter d'abord le véhicule et de visionner en même temps la caméra pour voir la personne qui est concernée. C'est une belle initiative d'abord, on dit merci au président de la République parce que d'abord, la circulation est fluide, les embouteillages ont diminué parce que vous avez différents accès dans les différentes communes. Vraiment, c'est le développement d'un pays, la construction des ponts surtout, c'est le développement d'un pays. Donc ça a salué et on dit merci au président de la République. Vive la Côte d'Ivoire!
tout en remerciant tous les téléspectateurs d'Afrique, d'Europe, du Moyen et du Proche-Orient, surtout ceux du Proche-Orient qui ont eu plaisir à nous envoyer des multiples mails pour apprécier et qui nous ont dit d'ailleurs mieux connaître l'Afrique désormais à travers notre émission Le Constieka Weekly News. Nous vous saluons depuis la Côte d'Ivoire et vous demandons de rester branchés sur votre télévision et de regarder les diffusions de cette émission à 8h, 11h30, 16h45, 19h GMT tous les jours. Et retenez que vous pouvez aussi sur cnntv.ci regarder en cliquant sur vos portables, sur vos laptops, sur vos ordinateurs et vous êtes en face de votre chaîne de télévision non-stop. Et l'information panafricaine en continu, c'est sur CWeb Info, mais vous faites www.cwebinfo.ci et là, vous pouvez en permanence regarder de l'information africaine. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour ce numéro. Je suis Constieka. Au revoir.